Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est un plaisir pour moi d'animer cette rencontre autour du tome 2 de Une histoire de solidarité à paraître officiellement la semaine prochaine chez Comics Initiative, mais d'ores et déjà disponible sur le stand de Comics Initiative à Quai des Bulles à Saint-Malo en D21 pour celles et ceux qui jouent aux échecs. Donc c'est D21, vous pouvez vous trouver les volumes. Une histoire en 4 volumes scénarisée par Simon Rochepeau, à ma droite. Bonjour Simon. Bonjour. Et puis ce tome 2, une histoire de solidarité, dessiné par Damien Geoffroy. Oui, bonjour. Bonjour Damien. Qui donc sont les deux intervenants principaux de ce second tome, consacré donc à l'histoire des activités sociales de l'énergie, mais comme on le verra, pas uniquement à cette histoire-là, puisque l'histoire des électriciens et gaziers croise l'histoire avec un H majuscule de l'histoire de France. Alors une première question à Damien, qu'on remercie en plus chaleureusement d'avoir repris le flambeau de ce tome 2 qui était un peu vacillant, et on n'épiloguera pas plus, mais on le remercie de l'expo avec lequel il a pu répondre dans l'urgence à cette demande. Comment on reprend des personnages de bande dessinée, et je pense donc à Juliette, qui est l'héroïne principale, et à Roland, son grand-père, personnages qui ont déjà été imaginés par un autre dessinateur ou une autre dessinatrice. C'est une bonne question. Il y a une grande partie du travail qui est déjà faite, puisque effectivement on a déjà un design de base. Après, il faut s'accorder au niveau du dessin, c'est-à-dire que Dominique Kenbo, qui avait fait le tome 1, et moi n'avons pas du tout le même dessin. Le sien est très expressif et a beaucoup de qualité, et quand il a fallu reprendre les personnages à ma sauce, effectivement il a fallu s'exercer un petit peu, parce que j'avais donc une fiche technique. Le personnage Roland, le personnage principal, a des lunettes en demi-lune, il a des rouflaquettes. Il y avait quand même une fiche qui était relativement claire, mais alors après, pour le mettre en image, j'en ai fait plusieurs versions au début qui ne se ressemblaient pas entre elles. Donc il a fallu s'exercer un petit peu jusqu'à tenir ce personnage-là. Idem pour Juliette. Moi, en regardant le dessin de Dominique, en lisant sa BD, j'en avais extrait certaines infos. Selon moi, c'est mon avis personnel, elle avait un nez assez long, assez carré, assez fin et long. Ses cheveux longs, noirs, ça fait des personnages quand même assez typiques, assez facilement identifiables. Donc j'ai repris ces traits-là, et puis comme je disais pour Roland, je l'ai dessiné quelques dizaines de fois, histoire de la tenir à peu près, et puis après il fallait y aller. Donc voilà. Donc pour ces deux personnages-ci, le travail était déjà un petit peu prémâché par Dominique, et puis je me console en me disant qu'il y a d'autres personnages que j'ai inventés moi-même graphiquement, alors que Simon avait déjà inventé littéralement, que j'ai inventé graphiquement, et que d'autres dessinateurs derrière moi vont devoir reprendre. Donc après je passe le relais aux autres, ils ont un petit peu les mêmes, ils se poseront sans doute les mêmes questions que moi. Voilà. Et alors du coup, Simon, quand on scénarise une histoire qui va se dérouler sur 4 tomes successifs, et qu'on est le maître d'œuvre pour travailler avec différents dessinateurs et dessinatrices, comment ça se passe ? Comment on appréhende les choses, l'ensemble ? En fait, vous constaterez, quand vous lirez les 4 tomes, qu'il y a un fil rouge, effectivement, qui passe par 2 personnages principaux, qui sont le grand-père de Juliette et Juliette elle-même. Et on les suit au moins sur 2 tomes. Après, je ne vais pas spoiler à la suite. C'est le fil rouge, et c'est les personnages. Juliette, on va la retrouver jusqu'au 4e tome. Donc moi, j'ai laissé vraiment Dominique, c'est le premier dessinateur, s'en emparer. Je ne fais pas vraiment de description physique. Je suppose, ou en tout cas j'estime, que par le langage des personnages, par leur façon d'agir, ils vont avoir un certain look. C'est pas moi qui décide du look qu'ils vont avoir. Donc c'est aussi la surprise que j'ai quand je découvre les personnages. C'est un plaisir que j'ai de voir comment le dessinateur a interprété ce que j'ai écrit, sans donner trop de détails, quoi. Et après, effectivement, c'est plus tellement mon problème de voir ce qu'ils vont devenir, mais
Là, on travaille aussi sur le tome 3. Là, avec Damien, effectivement, je trouve qu'il y a une vraie continuité sur les personnages. On reconnaît facilement le grand-père, on reconnaît facilement Juliette. Mais dans le tome 3, Juliette, c'est pas tout à fait la même fille que dans le tome 1. Mais comme on l'appelle Juliette, tout le monde va se douter que c'est le même personnage, quoi. Et dans le tome 4, je n'ai pas encore vu trop. Si, j'ai vu des dessins. Ouais. Elle est différente aussi, quoi. Ouais, chacun des personnages, évidemment, grandit, puisque l'histoire se construit sur quelques années. Le tome 2 démarre en juin 2020, où, donc à la suite du tome 1, et là je ne dévoile rien d'essentiel, Juliette emmène son grand-père Roland en Alsace, dans le village vacances de Kaisersberg, où ce grand-père tient absolument à retourner pour des raisons qui sont expliquées au cours de la bande dessinée. En toile de fond, on croise quand même très régulièrement l'histoire de France, puisqu'il y a quelques épisodes qui sont liés à la fin de la Seconde Guerre mondiale d'une part. Il y a les 30 Glorieuses d'autre part, et en écho la guerre d'Algérie de 1954 à 1962. Un moment particulier pour l'histoire des activités sociales, mais pas seulement. Et du coup, Simon, puis évidemment Damien, en quoi cette histoire singulière des électriciens et gaziers rencontre ou croise l'histoire avec un H majuscule? En fait, moi, je vais reprendre au début de ma rencontre avec la CCS. Puisque je ne connaissais pas du tout la CCS, en fait, comment on m'a appelé un jour, en me disant, en fait, le lien, c'est Laurent Lefebvre, qui est un dessinateur qui a déjà fait des bouquins pour la CCS, donc Refuge. Nicobi aussi, c'est des gens qui travaillent, qui sont bénévoles sur le festival. Et moi, je suis bénévole sur le festival depuis 4 ou 5 ans, et un jour, c'est Laurent Lefebvre qui m'appelle, en me disant, tiens, je pense qu'il y a un sujet qui pourrait t'intéresser. La CCS cherche un scénariste pour raconter son histoire. Enfin, EDF ou la CCS, je ne sais plus comment il m'a présenté le truc. Et moi, je n'avais pas envie de travailler pour EDF, en fait. Mais j'ai compris que la CCS n'était pas EDF, que la CCS était une entreprise, enfin, c'est comme ça que moi je le comprends toujours, une entreprise dans EDF, animé par des militants et avec des vrais combats pour les droits, enfin pour un tas de choses qui moi me passionnent dans toutes les BD que j'ai fait jusqu'ici. En fait, je questionne souvent la question de l'engagement. Et donc, j'ai compris que ce sujet, effectivement, que Laurent s'était pas trompé, que c'était un sujet que je pouvais traiter. Et j'ajoute qu'en fait, je connaissais absolument rien du tout à l'histoire de la CCS. Donc, j'ai appris en lisant, j'ai appris en récupérant des documents. Et cette place en fait du gars qui connaît rien, c'est intéressant puisque je suis mon propre lecteur et je suppose que je vais m'adresser à des gens qui connaissent pas plus que moi l'histoire de la CCS. C'est ce côté naïf qui fait que je pense que je pose les bonnes questions et que j'apporte les réponses dans les BD. Je suis pas historien en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que évidemment j'ai eu besoin du travail des historiens. Il y a un comité d'histoire à la CCS qui relisait les scénarios. Les grandes lignes en fait étaient les grandes lignes historiques. C'était une trame qu'on s'était fixée au départ. On a fait des choix puisque sur des bouquins de 80 pages, on est obligé aussi de choisir des thèmes. On sait qu'il y a des choses qu'on va pas pouvoir traiter. Ça, on l'a décidé ensemble en fait. On l'a décidé avec le comité d'histoire. Peut-être que je vais trop loin déjà, du coup. Il y a la matière documentaire et puis il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est d'aller sur le terrain à la rencontre, c'est le témoignage en fait direct, de rencontrer toutes les générations. Là, j'ai été aidé par Christian Born, enfin par différentes personnes qui m'ont fait connaître des gens de 4 générations, dont un monsieur qui avait plus de 90 ans, qui avait commencé en 1946 avec son vélo à aller collecter, à faire payer les factures avec son propre vélo, qui m'a raconté plein de choses. Releveur-encaisseur. Releveur-encaisseur.
et qui m'a inspiré le grand-père. Et de la même façon que dans le premier, il y a sa copine qui m'a été inspirée par une dame qui s'appelle Colette Barbieri. En fait, c'est des rencontres qui m'ont inspiré les personnages. Certains personnages sont inspirés par plusieurs rencontres. J'en fais un seul personnage. Mais pour moi, la force de la BD, c'est l'anecdote. C'est-à-dire que là, le côté historique, j'ai envie de le rendre un peu plus lisible et léger. On n'est pas en train de lire une thèse, quoi. Non, tout à fait. Et puis tu as fait allusion au comité d'histoire des activités sociales qui est animé par Christian Born, qui aurait dû être présent avec nous aujourd'hui, mais qui malheureusement en est empêché. J'aurais dû l'excuser en tout début de rencontre et j'en avais perdu le fil en essayant de maintenir l'attention de nos invités. Damien, comment on s'empare du coup du point de vue du dessin de cette histoire à la fois avec un H majuscule mais dont on comprend bien que le propos va être davantage servi par des anecdotes qui sont autant de points de repère pour nous raconter une histoire à regard humain. Enfin, je le dis comme ça. Bien, pour la partie histoire avec un H majuscule, c'est pas la partie qui est la plus angoissante dans un sens, parce que j'avais vu ce que Dominique avait déjà proposé sur le tome 1 et on peut partir de choses, comme son nom l'indique, c'est la grande histoire, donc on a des documents historiques qui peuvent servir de base, on a beaucoup d'iconographie, enfin on a beaucoup de choses. C'est la partie après plutôt anecdote et inscrite vraiment dans le réel qui était à créer vraiment. Et qui a peut-être demandé un petit peu plus de réflexion de ma part. Et en l'occurrence, j'ai adopté une démarche que j'avais jamais adoptée jusqu'à présent sur mes précédentes BD, c'est-à-dire le reportage photo, quoi. Je me suis vraiment rendu à Kaisersberg. Je connaissais un tout petit peu la ville dans laquelle j'avais séjourné pendant les vacances, mais alors le centre, pas du tout. Donc là, je trouvais qu'il y avait vraiment un intérêt, surtout que le scénario de Simon était très documenté à ce niveau-là. Donc il y avait vraiment une nécessité d'aller sur place voir à quoi ressemblaient les lieux. Donc j'y suis allé pendant 3 jours avec vraiment un objectif très précis, un appareil photo en poche. Et puis toutes les scènes, le scénario était déjà complètement écrit depuis belle lurette. Donc j'avais vraiment le détail de tout ce qu'il me fallait. J'avais d'ailleurs pris le temps de lister tous les points de vue que je devais photographier. Et voilà, pendant ces 3 jours, j'ai fait cette démarche-là de me balader dans le centre un petit peu. C'était assez étrange d'ailleurs, je pense, du point de vue des gens qui séjournaient, parce qu'ils me voyaient faire des cadrages, mais sans personnage sur mes photos. Donc je prenais des photos comme ci, comme cela, et il n'y avait jamais personne sur mes photos. Bon, moi, j'avais tous mes arrière-plans. donc voilà, ça c'était assez particulier, c'était une nouveauté pour moi. Et alors après, il faut le digérer pour pouvoir le retranscrire dans la BD, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout faire à partir de la photo, c'est-à-dire on ne va pas simplement décalquer les photos, quoi. Il y a des moments où les angles de vue changent, il faut digérer ça pour le retranscrire d'une autre manière. Donc voilà, c'était cet aspect-là, moi, qui était original et au niveau un petit peu historique et dans le BD du réel, quoi, en fait, qui était une particularité de cette BD-ci, quoi. Donc c'est un peu plus là-dessus que je voulais rebondir, moi, parce que c'est vrai que tout le travail d'enquête dont Simon parlait, moi je ne l'ai pas fait. J'ai profité de toutes les données qu'il a collectées en amont. Je n'y connaissais rien non plus à la CCAS. Et puis, alors j'ai eu la chance, du coup, pendant mon séjour à Kaisersberg, de rencontrer des vrais agents, de discuter avec eux. Et là, j'ai quand même fait un grand pas en avant, parce que non seulement j'avais géographiquement les lieux, donc ça y est, l'histoire commençait à prendre place. Et en plus, j'avais tout ce discours qui a accompagné la création de la BD, c'est-à-dire rencontrer les gens qui sont partie prenante dans toute cette histoire, quoi, voilà. Donc, et voilà. Donc c'était non seulement un travail d'immersion, mais plus encore, si je comprends bien. Oui, immersion graphique, mais pas que, quoi. Oui. Alors, est-ce que ça explique le choix, à un moment donné, d'inclure dans la bande dessinée à proprement parler des photographies et des plans qui sont des documents du réel, qui viennent des archives? Comment ça... Il y a deux planches travaillées ainsi. Comment elles se... Alors moi,
pour la planche qui reprend vraiment les photos, alors ce sont des plans d'architecte d'où vous êtes, j'imagine que c'est pas forcément lisible, donc ce sont des plans d'architecte qui sont les vrais plans d'architecte que je me voyais mal reproduire, ou en tout cas dans quel but, si c'est pour faire moins bien, c'était... Et l'idée, c'était d'illustrer le propos, donc là, il n'y avait rien qui pouvait... parce qu'ils sont en train de parler des plans d'architecte, vraiment, quoi. Donc c'était sans doute ce qu'il y avait de plus pertinent à mettre en avant. Et puis après, par contre, c'est vrai que quand on passe sur la partie qui est d'ailleurs moins documentée, où on a la construction du centre, bon, bah là, j'ai extrapolé un petit peu, j'ai posé un chantier dans les montagnes, et c'est la page donc, que vous avez de l'autre côté. Donc on a un petit peu les deux aspects, là. Celui-ci est digéré, effectivement. Enfin, Je crois que c'est le seul tome où il y a des photos dedans. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que ça remet aussi finalement le récit dans du réel, quoi. C'est-à-dire que les lieux existent vraiment. Je trouve que ça repointe le réalisme de ce récit-là, quoi. Je me souviens qu'on en a parlé avec Simon, on a abordé cette question en se posant la question, effectivement, si c'était pertinent ou pas. Moi, à titre personnel, j'aimais aussi beaucoup quand il y a des vraies photos dans les BD. Je sais pas, je pense aux photographes, plein de BD du réel justement, où du coup quand on a le recours à la photo, d'un coup ça prend une autre dimension quand on arrive à se rapprocher, à se raccrocher. Et même dans les Lucky Luke, j'adorais étant petit les gravures qu'on pouvait trouver au début, où on se dit d'un coup mais Lucky Luke, tout est complètement fantasmé, mais d'un coup ça prend du sens quand même, quoi. Donc là c'était un peu l'idée aussi, je trouvais que c'est mieux. Alors est-ce qu'on a est-ce qu'on revendique ou pas une influence ou des influences particulières lorsqu'on s'engage dans un projet de longue haleine dont, si je résume, au départ, on ignore même qu'il existe, ce continent-là, des activités sociales. Au fur et à mesure, on le rencontre, donc, et puis il devient tangible, y compris parce que Damien nous le rappelait, il a rencontré des hommes et des femmes en chair et en os. Donc là, c'est difficile de dire qu'ils n'existent pas, puisqu'il les a vus. Est-ce qu'il y a des influences de dessinateurs d'aujourd'hui, ou dessinateurs, dessinatrices d'aujourd'hui, d'hier, dans lesquels on s'inscrit ou avec lesquels on chemine pour construire ce volume? Alors, c'est pas facile comme question, parce que... Je crois que j'ai vu Dominique dans une précédente vidéo de CCAS qui disait à peu près qu'on dessinait en fait finalement pas comme qu'on dessine comme on peut, quoi. C'est-à-dire qu'on choisit pas forcément son style de dessin, ça s'impose un peu à nous, et je crois que c'est quelque chose du coup qui s'est fait sur le long terme à partir des premières lectures qu'on a pu avoir. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Donc, les influences elles peuvent remonter jusque très loin. Et je crois que je suis pas sûr que tout le monde verrait toujours une filiation que moi, je peux voir dedans. Mais c'est sûr, j'ai rien inventé, quoi. On se passe son temps à utiliser les raccourcis, les techniques de dessin qui ont été mis en œuvre par d'autres avant nous. Après, dans la BD du réel, c'est dommage. Si j'avais préparé un petit peu ma réponse, j'aurais sans doute beaucoup d'auteurs, des dessinateurs à citer, mais c'est vrai que dans ce style, piège. Un petit peu. Après, moi, je rebondis sur le fait qu'on a un point commun aussi avec Damien, si j'ai bien compris, parce qu'en fait, on se rencontre pour la première fois. Oui. Mais on a un point commun, c'est que toi, tu as fait un autre métier. On s'est parlé avant. Tu as fait un autre métier avant d'être dessinateur. Oui. Ouais. Instit, oui. Ouais. Donc, tu n'as pas une formation de dessinateur. Non. Quoi. Du tout. Voilà, moi c'est pas non plus mon métier principal d'être scénariste, même si j'essaye de vouloir faire que ça depuis quelques années, et que cette commande tombait au moment justement où j'avais envie de me mettre d'aller à l'école en fait. C'est-à-dire de me mettre des horaires, de savoir qu'il fallait que je rentre tel boulot pour telle date, et que tout ça soit fluide, etc. Dans des projets personnels, c'est rarement le cas en fait. On a le temps de développer des projets, et malheureusement on prend quelquefois trop de temps, donc ça devient vraiment pas rentable économiquement. Donc c'est aussi ce qui m'intéressait dans cet exercice en fait. C'est un exercice de commande, quoi. Voilà, c'était pour dire que c'était pas notre métier. On n'a pas fait d'école. On est des autodidactes en fait. On peut prolonger un peu là-dessus, c'est-à-dire vous êtes des autodidactes, certes, mais confirmés. Je vous invite à regarder la 4e de couverture et vous verrez que Simon a signé quand même un certain nombre de scénarios et que celui-ci n'est pas le premier, de la même façon que Damien
a quand même publié un certain nombre d'albums ou fournit régulièrement des planches à fluide glacial. Donc, vous êtes des autodidactes. Non, vous ne seriez pas venu nous chercher si c'était notre premier travail, en fait. Non, et puis on est loin d'être les seuls. Il y en a beaucoup dans le métier. Parce qu'en l'occurrence, c'est pas le CV qui donne le job, quoi. Ça sera le projet. Donc le projet. Et alors, donc vous nous confiez le fait que c'est la première fois que vous voyez réellement. Auparavant, on imagine bien que vous êtes entretenu par téléphone, en visio ou par courrier électronique. Bon, je le dis d'autant plus facilement qu'il y a un certain nombre de ces réunions, c'est moi-même qui les ai organisées, donc j'en ai quelques traces. Mais concrètement, comment vous avez travaillé ensemble ce volume, puisque même s'il s'inscrit dans une série de 4, il a quand même, ne serait-ce que physiquement, matériellement, une existence à part entière. Enfin, je veux dire, c'est un volume dans une série, mais qui n'est pas indépendant des autres, mais qui a sa propre histoire d'une certaine façon. Concrètement, j'avais fini moi le scénario depuis un bout de temps, on ne va pas revenir sur l'histoire, et je l'envoie tout simplement, ça fait finalement 40 pages. J'écris en séquençant, c'est-à-dire en gros une séquence égale un lieu, une séquence égale un temps donné. Donc séquence 1, ça se passe tel endroit, je fais une description géographique, on va dire, et puis et ensuite je dialogue, il y a une série de dialogues. Quand je me sens obligé de dire que le personnage va se déplacer pour une raison ou pour une autre, je l'indique évidemment. Mais je ne fais pas ce qu'on appelle le storyboard. D'ailleurs, peu de scénaristes le font. Et je ne fais pas non plus du page par page ou case par case, comme certains scénaristes le font aussi. En fait, j'estime que... Mais ça peut... Après, si on me demande de le faire, je le ferai, quoi. Mais j'estime qu'en fait, cette histoire de rythme, c'est le dessinateur qui maîtrise ça mieux que le scénariste. Je ne sais pas si tu es d'accord. Mais moi, je me vois mal être vraiment directif sur cet aspect-là. Et d'ailleurs, de la même façon que je disais tout à l'heure que je ne donne pas trop d'indications physiques sur les personnages, le retour que me font les dessinateurs, c'est à chaque fois des belles surprises, quoi. Moi, j'adore en fait recevoir les planches de Damien, de tous ceux qui m'ont envoyé des planches. C'est vraiment un grand plaisir parce que je vois comment le dessinateur s'empare d'un scénario sur lequel je lui laisse effectivement un peu de latitude. Oui, je confirme, oui, c'est très plaisant d'ailleurs, parce que tous les scénaristes ne travaillent pas comme ça, c'est vrai. Donc certains, parfois, vont jusqu'à la version storyboard et dessinée, donc avec des personnages plus simplifiés, mais où tout est posé. Et pour le coup, on a beaucoup moins de travail de création en tant que dessinateur, on n'a plus qu'à redessiner à notre sauce. Alors ça peut être avantageux dans certaines circonstances. En l'occurrence, moi je pense aux aventures que je fais, aux histoires que je fais dans Fluide Glacial. C'est comme ça que ça se passe. Je travaille avec Olivier Suppiot, qui est dessinateur aussi, en plus d'être scénariste, et qui du coup me donne une version dessinée à sa manière et je redessine à ma manière. Donc beaucoup moins d'investissement personnel, ce qui me fait gagner par contre énormément de temps, et ça me soulage beaucoup de la partie... finalement c'est que du récréatif, quoi. Donc bon, c'est très bien aussi, mais ça va un temps. En l'occurrence, des projets sur 80 pages, enfin plus ambitieux, c'est pas plus mal de s'investir un petit peu plus. Donc moi, ça m'allait très bien que ça soit une version qui soit pas découpée, que le découpage me revienne. Après, c'est vrai que je suis revenu vers Simon dès le début parce que j'avais entendu parler de 80 pages, mais étant donné qu'il n'y avait aucune pagination, c'est vrai que j'avais quand même besoin me rendre compte sur la longueur des séquences, lesquelles pouvaient... Tu parles de rythme, mais c'est vrai que j'ai eu du mal un petit peu à le trouver tout seul, donc heureusement que tu m'as quand même donné un petit coup de main là-dessus. Mais je vais aussi rebondir sur le côté que tout à l'heure tu disais que tu étais autodidacte, mais apparemment bien expérimenté quand même, parce que sur ton PDF, toi tu as en fait, donc tu fournis le PDF, tu nous l'as expliqué, et ce qui était intéressant, assez bluffant, c'était de voir que tu savais quasiment, exactement en fait, tant de pages de PDF égale tant de pages de BD, juste par empirisme, quoi, par rapport à tes projets. Donc ça, c'était quand même... Moi, j'avais quand même besoin de quelques jalons comme ça, donc heureusement que tu étais là pour me les donner. Oui, mais je pense que justement la BD humoristique que tu fais pour Fluide Glacial, c'est justement cette histoire de rythme. Peut-être que quand vous lisez les BD, vous ne vous rendez pas compte que
que le rythme est super important dans l'histoire, le fait qu'on ait envie d'aller au bout, de tourner la page, c'est pas, enfin je veux dire, c'est un calcul, c'est pas, enfin voilà, c'est du travail quoi, c'est pas inné en fait. Oui, et en l'occurrence, pour revenir au travail d'Olivier Biochet-Fluide, enfin, pas là pour lui faire de la pub, il serait content, remarque, mais justement, je pense dans l'humour, c'est peut-être encore d'autant plus. Et puis sur des histoires de 3-4 pages, il faut vraiment pas louper chaque page à tourner. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. On dit souvent que l'humour, c'est une mécanique, c'est un petit peu comme la pâtisserie pour ceux qui cuisinent. Il n'y a pas le droit de. Ça a l'air simple comme ça, c'est tout sucré, mais en fait, c'est de la chimie. Quoi. Donc là, c'est une commande, hein, ça a été rappelé au départ par Simon, et en même temps, à vous entendre, on pressent que vous avez eu une grande liberté ou une assez grande liberté de pouvoir évoluer comme ça dans cette histoire. Concrètement, quelle articulation il y a entre ce qui est attendu au départ lorsqu'on vous contacte, et puis au fur et à mesure où on travaille, vous avez envie forcément d'éclairer certains points parce que peut-être que ça marche mieux en termes ou d'histoire ou de dessin. Comment ça se construit tu parlais de chimie, un peu de tout ça, je pense. En fait, les allers-retours, c'est une commande. Et dans le cadre d'une commande, on peut se dire, enfin moi en tout cas, quand j'ai accepté la commande, je me suis dit, pourvu que j'ai pas 15 interlocuteurs qui vont chacun me faire changer un mot, une virgule. Donc ça a été assez clair aussi que, Alexandre, tu étais le lien entre le comité d'histoire qui lisait le scénario, qui faisait des retours, tu synthétisais les retours. Ça a été hyper agréable et fluide en fait. J'aimerais bien toujours travailler dans ces conditions-là. Après, quand on travaille avec un éditeur, il fait aussi des retours, mais on est assez libre dans la création. Mais là, j'ai particulièrement trouvé qu'on nous avait jamais mis de bâton dans les roues, ou fait des demandes bizarres, je sais pas, ou imposé certaines choses. Ça a été étonnamment, en fait. Moi, je trouve que c'est étonnamment, ça s'est super bien passé, quoi. Et ce qui était rigolo de voir, c'était que les textes qu'on adresse, enfin que finalement on s'adressait à des gens qui connaissaient pas bien la BD, comment ça marche, quoi. C'est-à-dire que le comité avait un texte, mais il était obligé aussi déjà d'être dans une sorte de démarche d'imagination, de se dire comment ça va être dessiné. Et ça, il n'y a pas eu non plus de retour comme ça ou de trucs où ah mais non, j'avais pas lu ça comme ça, et tu dessines ça comme ça. Il n'y a pas eu de ce genre de. C'est quand même étonnant, non? Moi, je trouve ça étonnant en fait, mais. Alors, on va s'en étonner collectivement, ça, je ne sais pas. Avant qu'on poursuive l'entretien, est-ce que dans la salle, il y a une question, une remarque, l'envie d'intervenir? Oui, je vous en prie, madame. On va vous donner un micro. Oui, je voulais savoir, enfin, vous avez évoqué le fait que vous êtes autodidacte. En quoi est-ce que c'est important? Ou ça vous a semblé important? Alors, je pense que nos deux réponses peut-être sont. Moi, en termes de dessin, je vois bien que j'ai des lacunes par rapport à certains auteurs qui ont une formation technique que je n'ai pas eue. Donc, je pense que si j'avais eu 3 ans pendant lesquels je me disais j'ai 3 ans pour ma pratique du dessin, j'aurais essayé plein d'outils, j'aurais essayé plein de techniques, ce que je n'ai pas fait. Pendant ce temps, j'étais en train de travailler en tant qu'institut. C'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas le métier où on a le plus de temps libre. Et je rénovais la maison et j'avais 3 enfants. Donc en fait, il m'est arrivé de le regretter, mais effectivement, j'ai pas du tout suivi d'études là-dedans. J'ai pas pris le temps d'aller découvrir plein de choses. Par contre, j'ai toujours dessiné, donc le dessin en soi, ça va. Mais quand j'ai commencé à faire de la BD, j'ai découvert qu'au-delà après le dessin, il y avait l'ancrage. Et ça, je n'avais pas du tout conscience de l'enjeu qu'il y a autour de l'ancrage. C'est-à-dire rendre le dessin reproductible pour en faire vraiment une BD. Donc passer de sa feuille de dessin, moi c'était toujours au critérium que je dessinais sur mes feuilles. C'est pas du tout. On peut pas se servir de ce genre de support, quoi. Donc alors voilà, je vois bien, je travaille en atelier aussi, donc un atelier BD où il y a d'autres auteurs qui certains ont suivi des formations et je vois bien qu'ils savent un petit peu tout faire, quoi. Ils ont tout essayé,
Bon, j'en parle de manière. Il dirait peut-être pas ça de la même manière, mais moi j'ai l'impression que ça leur a quand même apporté beaucoup. Mais après, comme je disais tout à l'heure, c'est pas ça qui fait qu'on va pouvoir devenir auteur derrière, quoi. C'est chaque projet de toute façon. C'est un nouveau démarrage et apporter un CV, ça n'apporte rien de plus en fait. Et moi, autodidacte sur le scénario, d'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a des écoles de scénaristes, je ne sais pas. Ça doit exister pour le cinéma peut-être. Ouais. Voilà. Donc moi, oui, je suis graphiste en fait de formation. Je pourrais dessiner, mais j'y avais pas pensé. Donc je suis graphiste. À la fin de la rencontre, l'un deviendra scénariste et l'autre sera graphiste. C'était pas prévu, mais bon, c'est pas grave. Et graphiste, c'est toute la journée derrière un ordinateur. Et faire ça de 25 à... je vais pas dire mon âge, mais je fais pendant 20 ans. J'en avais vraiment ras-le-bol d'être toute la journée derrière un ordinateur. Et un jour, il y a un copain rennais, Lionel Chouin, qui me branche sur du scénario, quoi, qui me dit ouais, ça fait longtemps que tu traînes, c'est son atelier, ça fait longtemps que tu traînes pour boire des coups chez nous, mais ce serait bien que tu fasses un peu de... Propose-moi une idée de scénario. Donc j'ai écrit 12 France, qui est une fiction, et qui a été publiée, mais vraiment, on y allait un peu au forcing chez Futuropolis. Et Futuropolis, c'est vraiment la maison d'édition que je voulais parce qu'ils font des BD très engagés, de reportages, d'histoires sociales. Alors c'était le rêve d'entrer chez eux et puis voilà, j'ai continué à proposer des scénarios, mais là en allant sur le terrain, c'est-à-dire en sortant de chez moi. Donc je suis allé dans les prisons, je suis allé sur la ZAD, je suis allé en Ukraine. Voilà, et puis là le dernier bouquin, c'est sur un photoreporter irakien. Donc c'est de la rencontre, c'est des bouquins, finalement c'est ce que je veux faire depuis longtemps, j'aurais dû le faire largement avant. C'est d'aller, de sortir de chez soi, et puis parce qu'il y a un tas de gens qui ont un tas d'histoires à raconter en fait, et qui d'ailleurs sont heureux de raconter leur histoire, qu'on s'intéresse un peu, alors petite ou grande histoire d'ailleurs, hein. Là, dans les témoignages aussi, c'est des anecdotes, c'est des choses, c'est des petites histoires, mais là, l'imagination de travail, on voit déjà la scène qu'on va faire de cette histoire qu'on nous raconte. Là, vous verrez dans le tome 2, il y a le papy qui met son réveil à 3h du mat pour aller toquer à la porte d'une vieille dame. Il est tombé amoureux d'elle, quoi. D'une dame de son âge ? Ouais. Et c'est une histoire qu'on m'a racontée, en fait. C'est pas moi qui l'ai inventée. J'ai rien inventé, en fait. Souvent, le réel est beaucoup plus créatif qu'on ne le croit. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre réaction ? Oui. Oui, moi j'avais une question, en fait. Vous aviez dit que c'était une commande, mais ce qui m'intéresserait, c'est qu'est-ce qui vous a séduit de raconter l'histoire du CCAS, du EDF, qui n'est pas anodin quand même. Est-ce que c'est le côté social, c'est le côté solidarité ? Est-ce que voilà, il a fallu quand même que quelque chose qui vous intéresse ? Oui, bah moi, d'une façon générale, je suis vraiment intéressé par l'histoire depuis tout le temps, et particulièrement par l'histoire du XXe siècle. En fait, j'ai lu beaucoup de livres sur disons de 1930 à aujourd'hui. Donc déjà raconter, cet aspect historique déjà m'intéressait. Mais comme je l'ai dit dès le départ, c'est que si c'était une commande, c'est au moment où j'ai compris qu'en fait j'allais raconter des luttes sociales et que j'allais rencontrer des militants, quoi. C'est pas du tout, tu vois, si ça avait été un McDonald's, j'aurais pas pris la commande. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment parce que c'est la CCAS qui l'a proposé que quand j'ai compris que c'était la CCAS et pas EDF, oui, je me suis dit, ouais. Et puis voilà, moi, ça m'a porté en fait. En général, c'est vrai que je vais vers des gens, sur la ZAD, il y a une solidarité aussi, et puis c'est plus militant et violent en fait. Il y a une certaine violence, mais ça m'intéresse en fait de savoir jusqu'où on va pour imposer des idées, ou pour défendre des idées, quoi. Est-ce que nécessairement, mais on voit aussi qu'il y a des scènes
Ça va pas jusqu'à, c'est pas violent, mais on voit que ça peut aussi aller déborder. L'engagement en général m'intéresse. Donc ouais, c'est un sujet qui m'intéressait. Ouais. Et dans ce volume en particulier, pour prolonger ce que disait Simon et avant que Damien éventuellement ou pas enchérisse, et on revient sur un moment très particulier où dans le contexte de la guerre froide, cet organisme qui s'appelle aujourd'hui la Caisse centrale des activités sociales des industries électriques et gazières, donc la CCAS, a été dissous sur ordre du gouvernement. Donc quelque chose qui en 2024 surprend ou peut surprendre, qui au tout début des années 50 s'inscrivait dans un contexte particulier. Donc il y a aussi des pages méconnues d'une histoire de France qui ne concerne pas que les électriciens et gaziers, de mon point de vue. Est-ce qu'il y a d'autres remarques dans la... Oui, madame ? Oui, bonjour. J'avais une question. Pourquoi la CCAS a choisi le format BD parce que comme c'est une commande, est-ce qu'il y avait une réflexion par rapport à ça? Parce que ça aurait pu être un documentaire, ça aurait pu être d'autres formats. Alors, ça aurait dû être Christian Borne qui aurait dû vous répondre, parce que c'est réellement lui qui porte l'idée depuis le début ou presque, c'est-à-dire depuis qu'il a eu la responsabilité d'animer le comité d'histoire des activités sociales, et comme j'ai la chance de travailler avec lui, je vais essayer de m'en faire son interprète le plus fidèle. Et il y a forcément plusieurs réponses possibles à ça. La première, c'est que les électriciens et gaziers, dans leur comité d'entreprise, qui n'en est pas un, sont des hommes et des femmes qui sont férus, qui s'inscrivent pleinement dans une tradition d'éducation populaire. C'est-à-dire comment à la fois apprendre des autres, apprendre de soi-même, et dans cet échange-là, apprendre ensemble pour aller plus loin. Et ça, c'est quelque chose qui est intrinsèque aux activités sociales de l'énergie depuis leur création à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est un premier aspect de réponse. Le deuxième aspect de réponse possible, c'est d'avoir en tête que le mouvement social, dans sa diversité, a très rapidement fait du livre, en tant qu'objet imprimé, un outil d'émancipation. On l'a oublié aujourd'hui parce que toutes ces histoires ne se transmettent pas ou qu'elles se perdent. Mais dans la foulée, à la fin du 19e siècle, dans la foulée des créations des bourses de travail, qui étaient à la fois des lieux où on venait chercher du travail, mais aussi des lieux où on venait défendre une position, apprendre, etc., ont été créées beaucoup de bibliothèques. Parce que par le livre, ça va permettre aux hommes et aux femmes qui sont peut-être parfois passés à côté de certaines études, et d'études au sens formation, etc., ils vont pouvoir apprendre. Donc le support imprimé, surtout dans une société comme la nôtre, où la dématérialisation est quand même à l'ordre du jour et au quotidien, le support imprimé est et qui n'est pas opprimé, ce support, joli lapsus, j'en parlerai ailleurs qu'ici. Le support imprimé est aussi une façon de prolonger et de créer des discussions et un dialogue. Et après, dernier élément de réponse, c'est qu'on voit bien dans le monde d'aujourd'hui où on est nourri d'images qu'on a parfois du mal à décrypter. La bande dessinée permet une première entrée dans des histoires plus complexes, ou peut-être qu'après la BD, on va prendre ou un livre, ou échanger avec quelqu'un, ou prolonger. Mais voilà, cet ensemble-là participe de cette envie, de cet échange, et c'est aussi pour ça que le projet était clair dès le départ, c'est-à-dire on avait besoin d'un seul scénariste, parce qu'il fallait quelqu'un qui maîtrise l'ensemble, mais on était prêt à vivre l'aventure qui est plusieurs dessinateurs, dessinatrices, même si ce n'est pas nécessairement le plus simple, mais en termes de défi et de réussite, ça peut permettre quelque chose d'intéressant et d'humain.
qu'il y a d'autres remarques dans la salle? Moi, j'aurais peut-être une dernière question, ou pas, on verra en fonction du temps, mais c'est... Quels sont les... Parce que j'ai commencé à la poser tout à l'heure, mais je n'ai pas eu vraiment de réponse. Quels sont les éléments d'histoire qui vous ont, l'un et l'autre, le plus surpris dans ce que vous avez découvert de ce monde qui vous était sinon inconnu, dont vous ignoriez en tous les cas l'existence? Il n'y a pas de piège dans... Non. En fait, il y en a plein. Moi, c'est le fait que la CS soit précurseur dans plein de domaines. En fait, ils sont avant-gardistes sur plein de choses. Donc, par exemple, l'inclusion des personnes handicapées dans les centres, qui à l'époque n'était pas du tout une évidence. Et ça, en parlant avec Marianne Boyer, c'est les années 70. Et à l'époque, la tendance était plutôt de mettre les handicapés entre eux, d'avoir des centres que pour les handicapés. Et Marianne Boyer, inversement, et ça a fait des petits, on va dire, il y a eu des inspirations par rapport à son essai, c'est de dire non, on va tout mettre en œuvre pour les inclure dans nos centres de vacances et pour qu'ils soient entourés d'enfants enfin non handicapés du coup, parce qu'on ne peut pas dire enfants normaux, qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas, mais en tout cas c'est une volonté et qui, encore une fois, a fait évoluer largement les choses à un niveau national. Et ça, c'est juste un exemple. Mais moi, je suis vraiment aussi touché par le fait qu'on puisse donner de l'information, donner une formation à quelqu'un qui, à la base, ne pouvait pas en avoir. Donc, c'est cette émancipation-là. C'est de sortir les gens aussi d'une voie donnée, de fils d'ouvrier, tu seras fils d'ouvrier, etc. Et on voit dans des exemples que certains deviennent gestionnaires de centres de vacances, d'autres prennent la parole en public ou devant des assemblées parce qu'on leur a fait confiance, parce qu'ils ont été formés pour ça. Ça, c'est incroyable, en fait. Voilà. C'est 2 exemples que j'ai donnés, mais il y en a encore plein. Après, dans les petites choses, c'est que je ne savais pas, par exemple, que le Parti communiste avait été interdit avant-guerre, parce qu'on revient dans le premier tome un petit peu avant 46-47, quoi. On revient sur vraiment les origines de la CS, où je me rends compte que finalement le Parti communiste est interdit, et donc les communistes sont obligés de se planquer ou de nourrir les réseaux de résistance. Et Marcel Paul, issu de ces réseaux-là, enfin, c'est des idées les idées de la CCS sont tirées vraiment du CNR, quoi. Donc c'est tout ça que j'ai appris, quoi. Je ne vais pas donner une analyse aussi pointue, mais enfin justement tu atterris sur moi, ce qui m'a surpris, c'est l'envergure nationale des combats menés par la CCS, quoi. Enfin, la résonance, le dialogue qu'il peut y avoir entre même certains membres du gouvernement des fois, il y a vraiment c'est quelque chose dont toute la société française a pu profiter, je pense, de ces combats-là. C'est ce que tu dis, hein, avec le côté précurseur. Et je ne pensais pas que c'était à ce point inscrit dans l'histoire de France. Oui, en fait, que si on fait une histoire du syndicalisme en général, la CCAS aura une belle place. Voilà. Donc un projet qui en fait, va bien au-delà de ce que je pensais au début. C'est vrai que je ne pensais pas que ça avait cette envergure, quoi. Bah écoutez, sur ces paroles, c'est quand même compliqué d'aller sur autre chose. Pour moi, en tous les cas, je ne sais pas si dans la salle, il y a une dernière réaction. Oui, je vous en prie. Je voulais savoir si à l'issue de la concrétisation des premiers tomes, il y a d'autres projets qui ont émergé, en fait, que la BD. Est-ce qu'il y a une suite à donner à tout ça, des podcasts, j'en sais rien, mais... Qu'est-ce qui s'est produit à la suite de ça? Peut-être rien. Mais... Les 4 tomes ne sont pas encore sortis. Je sais pas. C'est question au niveau de la CCS. On a un administrateur dans la salle. Erwan, Erwan Dupont. Je suis plus administrateur. Je suis pas à jour de toutes les fonctions des uns et des autres. Je suis encore membre de la commission culture quand même. Oui, pardon. Alors en fait, c'était pas un premier essai. Il y a eu dans le temps, je ne vais pas remonter dans l'histoire, mais il y a déjà eu des BD qui ont été réalisés par la CCAS.
Notamment, je me rappelle d'une BD qui était très bien faite, et étant moi-même bénéficiaire des activités sociales par mes parents, c'était une BD qui s'appelait Jo, qui était sur le thème du sida à la fin des années 80, et c'était là aussi, je pense qu'on était précurseurs par rapport au climat face à cette maladie à l'époque. Ensuite, il y a eu, et pour prendre des choses plus récentes, c'est Simon qui en a parlé tout à l'heure, la BD avec Laurent Lefebvre, en 3 tomes, alors elle n'a pas initié la suite avec la solidarité, mais en tout cas, elle a permis la rencontre et de trouver un auteur. Voilà. Donc on a quand même une histoire avec la BD qui date, et il y a des projets, et notamment un projet de la Commission internationale sur la question de la Palestine. L'idée étant on en avait parlé Simon ensemble il y a quelques mois, l'idée étant de reprendre l'histoire de la Palestine depuis la Nakba, ou même un petit peu avant la Nakba de 48, en prenant le prisme de raconter cette histoire par des femmes, uniquement par des femmes, et notamment profiter, puisque on va être pris par le temps, comme Simon l'a été par les témoignages, c'est de profiter d'avoir des témoignages de personnes qui ont vécu la Nakba, qui sont encore en vie, et d'arriver donc jusqu'à aujourd'hui. Alors, tout en sachant, et je m'en arrêterai là, c'est que l'idée de cette BD avait été émise avant le 7 octobre 2023. Mais là où elle prend tout son sens peut-être depuis. Et pour prolonger d'une certaine façon la question que vous posez, donc les 4 volumes seront disponibles d'ici la fin de l'année prochaine. Donc là, le 3e en cours de finalisation et le 4e est en cours de réalisation. Je ne sais pas comment il faut le dire. Ce qui se joue aussi à travers la diffusion de ces volumes et de cette histoire, non seulement en direction du grand public et donc de tout un chacun, il y a aussi des enjeux internes sur faire connaître cette histoire en interne à celles et ceux qui aujourd'hui s'inscrivent dans la suite de ce projet pour pouvoir continuer de le porter, parce qu'il y a forcément des enjeux, et puis il y a comme dans tout projet une perte de mémoire. Donc si on ne l'entretient pas, ce qui a pu paraître évident à un moment donné ne l'est plus quelque temps après. Donc il y a besoin aussi d'entretenir ça, d'entretenir la flamme d'une certaine façon. Et par ailleurs, les activités sociales de l'énergie sont un organisme où tout ce qui touche à l'innovation, qu'elle soit sociale ou culturelle, n'est pas un obstacle en soi. C'est-à-dire c'est un organisme où on peut arriver avec des projets qui peuvent paraître surprenants ou autres, où ils ne vont pas être rejetés en tant que tels. Ils vont d'abord être regardés, et puis en fonction des possibles et des décisions qui seront prises ou pas par les administrateurs, seront mises en œuvre ou pas dans un contexte. Voilà. Donc c'est aussi cette histoire-là nous surprend aussi, nous, on va dire, en interne, et nous amène à des rencontres qu'on n'avait pas soupçonnées non plus. Si je peux compléter, parce que c'est le cas exactement en fait ici, parce que du coup moi je suis administrateur élu par les salariés, et du coup cette scène ici en fait elle est créée par les élus de Haute-Bretagne et de Basse-Normandie, où ce matériel que vous voyez derrière par exemple, c'est notre médiathèque qu'on a vidée, déplacée pour transformer cette scène pas dans une simple scène qui était un espace plat. On a voulu la mettre comme si c'était un échange au comptoir, parce qu'un comptoir va toujours plus échanger que sur une simple scène de conférence. Voilà, c'est le fonctionnement de nos activités sociales, c'est par et pour les agents. Et du coup, ce partenariat qu'on a avec Quai des Bulles et ces 3e éditions des rencontres engagées sont un exemple de notre fonctionnement des activités sociales. Ce projet, on l'a proposé justement en 2016. Et on a débattu, et du coup, les agents peuvent créer, proposer des projets, le par les agents, le pour les agents. Et c'est ça qu'on combat depuis des années. Voilà. N'hésitez pas, il y a plein de questions, on répond. Et du coup, j'ai dans les mains, s'il y en a qui sont intéressés, c'est pas 3 tomes, c'est 2 tomes. Je reprends, mais Refuge, qui est l'histoire d'accueil des réfugiés. Parce que dans nos centres de vacances, on avait parlé de nous, parce que
Oui, on a pris des balles dans nos centres de vacances. On a eu nos centres qui ont été attaqués pendant cet accueil en 2016-2017 parce qu'on a accueilli les gens qu'on a démantelé la jungle de Calais. Et on a eu le deuxième partie où on a accueilli l'Ukraine, où on voit bien ce fonctionnement avec l'État qui est différent. Là, on avait besoin de nous. Mais par contre, l'année d'après, quand on a accueilli et démantelé la jungle, on n'avait plus besoin de nous parce que c'était plus les mêmes gouvernements qui étaient au-dedans. Et le deuxième livre qui existe, c'est Envie. Et Envie, on l'a fait pour expliquer que la Méditerranée, c'était pas la Costa Croisière, que les bateaux y prenaient et que c'était pas une simple histoire. Et du coup, on a voulu rendre cette histoire avec SOS Méditerranée. Et avec ces livres-là, on a donné 16 000 € à SOS Méditerranée, parce qu'on n'est pas là pour se faire de l'argent en fait. Nous, le livre, il est juste là, c'est un support, comme on en parlait tout à l'heure, un support qui permet d'expliquer, de détailler les choses. Vous pouvez retrouver tous ces titres sur le stand de Comics Initiative à Calais-Bulles. Et imprimé en France. Et pas sur Amazon. Et Damien Geoffroy pourra vous dédicacer ce volume 2 avec plaisir. Et peut-être que Simon sera en partie disponible, je ne sais pas. Je vous remercie toutes et tous pour votre écoute. Et merci à Mathilde et à Angèle pour l'interprétation en langue des signes. Merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas. Je permets